Bonjour à tous. Alors, c'était pas simple de tous vous faire rentrer dans la salle, a priori. Donc, ravi de tous vous accueillir aujourd'hui. L'idée, comme vous le voyez à l'écran, c'est qu'on puisse du coup se parler un petit peu du sujet du moment, c'est-à-dire le SEO et notamment le contenu autour de l'IA et pourquoi l'humain est-il toujours indispensable et est-ce que l'humain, justement, est-il toujours indispensable? Ça va être un vaste sujet qu'on va dérouler aujourd'hui. Et avant qu'on démarre, donc il n'y a pas de slide sur qui on est. Donc je vais rapidement vous dire en une phrase qui on est aujourd'hui. Donc on est Humans. On est une agence du coup de stratégie digitale spécialisée en acquisition et conversion. Et on fait partie de MV Group, que voilà, peut-être certains connaissent déjà ou pas. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on va vous dérouler un petit peu ce qu'on fait chez Humans et notamment au travers de notre expertise contenu et SEO. Et du coup, je suis accompagnée aujourd'hui de Florent Deniol, qui est notre team leader, représenté en tout cas le pôle SEO aujourd'hui chez nous, donc expert SEO et team leader, et Natacha Mallet, qui est une de nos rédactrices web chez nous, donc forcément accompagnée de deux experts aujourd'hui. Et moi-même, du coup, Maud Sansolone, qui suis directrice d'agence Lyon-Strasbourg. Donc je suis venue de Lyon juste pour vous aujourd'hui. Donc on va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet, notamment qu'est-ce que l'IA, en tout cas de quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que ça rentre en tout cas dans les mœurs depuis très très longtemps. On le voit aussi dans l'imaginaire un peu collectif et dans tout ce qui est univers cinématographique. Mais aujourd'hui on voit que ça arrive aussi de plus en plus dans plusieurs domaines d'application. On le voit dans le domaine effectivement de l'industrie, dans le domaine d'accueil. On voit aussi des intelligences artificielles qui arrivent pour en tout cas compléter, remplacer des hôtesses d'accueil, même dans l'univers de la santé, où on commence aussi à utiliser de plus en plus l'IA pour aider les médecins aussi dans les différentes recherches. Et puis ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est comment on peut finalement exploiter cette intelligence artificielle dans n'importe quel secteur pour qu'effectivement vous puissiez vous appliquer à ça quand vous rentrerez chez vous. En tout cas, voilà, on va être vraiment sur une notion de conseil. Donc, il y aura énormément de concrets, énormément de conseils, énormément d'exemples et d'applications. Donc, n'hésitez pas à prendre des photos, des slides si vous le souhaitez. Où on va peut-être pas tout lire en tout cas, mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse un petit peu expliquer ces différentes slides. Et on voit forcément que l'IA arrive aussi sur le web aujourd'hui, donc avec tout ce qui est un peu génération automatisée. Donc ça peut être à la fois de la génération automatisée de texte, donc on verra comment on peut finalement exploiter tout ça. On voit aussi qu'on peut utiliser l'IA pour pouvoir aussi coder, et après effectivement dans la notion d'image, dans la notion de vidéo. Florent nous expliquera un petit peu ça tout à l'heure. Mais on voit que c'est en tout cas un sujet qui passionne, qui interroge et qui controverse aussi. Donc il y a aussi pas mal de législations qui vont arriver prochainement sur ces sujets-là. Et justement, ce qui fait aujourd'hui la révolution de l'IA, c'est cet accès finalement au grand public, parce que tout le monde peut l'utiliser. Je suis sûre que chacun de vous a sans doute déjà testé, joué un petit peu avec l'IA aujourd'hui, et notamment avec ChatGPT. Donc voilà, l'idée c'est de cet accès finalement au grand public, et notamment avec des outils qui sont arrivés. Donc Florent va pouvoir nous détailler un petit peu tout ça. Exactement, là on peut voir du coup Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer finalement des images adaptées en fonction de ce que vous allez avoir besoin, en fonction du prompt que vous allez donner. C'est accessible du coup via Discord, donc voilà, ça demande un petit peu de manipulation, mais ça vous permet vraiment d'avoir des images finalement adaptées en fonction de votre secteur d'activité, libres de droit, sans avoir accès par exemple à des banques d'images. Donc ça permet aussi de varier au niveau des images. On a une autre intelligence artificielle qui s'appelle Synthesia, qui nous permet finalement de mettre en scène des avatars, de leur donner un discours et de le mettre un petit peu en scène. Bon, après ça fait un peu impersonnel, on l'avait déjà testé nous de notre côté, mais c'est quand même mieux quand c'est des personnes réelles qui présentent et qui introduisent des sujets. Et bien évidemment, celui qui va nous intéresser, que tout le monde a sur toutes les lèvres bien évidemment, c'est OpenAI, donc c'est ChatGPT. Vous avez deux versions donc de ChatGPT. ChatGPT 3 qui est accessible au grand public, et vous avez également ChatGPT 4 qui lui a un accès plus restreint. Donc voilà, nous on va vraiment se concentrer dans ce qu'on va vous montrer finalement sur ChatGPT 3 que vous avez peut-être déjà utilisé de votre côté. Oui, il y a une version gratuite et une version payante. Exactement, c'est ça la différence.
Et justement, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment on peut exploiter finalement ChatGPT dans l'univers, en tout cas, du SEO. Et est-ce que finalement, le SEO va rentrer un peu dans une nouvelle ère? Est-ce qu'il va vraiment remplacer nos experts ou pas? En tout cas, c'est ça qu'on va essayer de détailler aujourd'hui. Et donc là, vous avez une slide qui illustre bien un petit peu la bataille qui est en train de se jouer du côté des moteurs de recherche. Donc on a Bing, donc il l'a intégré directement dans ChatGPT directement dans son moteur de recherche. Vous pouvez l'avoir. C'est un petit chat en fait. Quand vous vous baladez juste à droite, vous l'ouvrez, vous allez pouvoir lui poser des questions. Par exemple, vous lui demandez quelle est la recette de cookies la meilleure. Il va du coup vous donner finalement des liens vers différentes pages sur le web. On ne sait pas encore trop finalement comment lui il va déterminer quelle est la réponse la plus adaptée. Ça reste encore à creuser de notre côté. Et vous avez de l'autre côté Google qui a mis en place donc Bard et qui a eu, on va dire, un moindre succès par rapport à son déploiement parce que c'était trop lent, c'était pas forcément des réponses adaptées. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont accessibles, mais aux États-Unis uniquement, et c'est pas encore arrivé en Europe. Mais ils ont un petit temps de retard par rapport à ce sujet-là, contrairement à Bing. Mais ça reste pas encore forcément au point. Et ce qu'on peut voir finalement dans l'évolution des moteurs de recherche, c'est qu'on tend de plus en plus effectivement vers un moteur de réponse. L'intérêt des moteurs de recherche, ça va être de vous servir une réponse le plus rapidement possible et la plus pertinente. Donc effectivement, l'intelligence artificielle répond complètement à ces sujets-là. Maintenant, il faut voir comment ils vont l'intégrer finalement dans le moteur de recherche et de voir si les réponses qui sortent sont vraiment les plus pertinentes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et nous, concrètement, comment on s'en sert au niveau du SEO? Donc là, vous avez les deux domaines d'application. Ce qu'on voit au niveau central, c'est la pyramide du SEO. Donc vous avez la partie technique, contenu sémantique et la popularité. Et donc à droite, ce sont des tâches qu'on va pouvoir déléguer. Moi, je le prends un petit peu comme un assistant, un enfant de 12 ans qu'il va falloir éduquer. Et on va lui donner finalement des choses assez factuelles qui ne sont pas forcément stratégiques dans une stratégie SEO. Maud disait tout à l'heure la génération de code, ça vous permet aussi de vérifier des fois quand vous développez du code si c'est bon. Il est même en mesure de vous donner directement un bout de code en fonction de ce que vous voulez, ça peut être du JavaScript ou autre. Ça peut vous aider aussi dans les idées de contenu, d'éviter le syndrome de la feuille blanche. Quand vous voulez démarrer un sujet, il va pouvoir vous faciliter ça, vous donner pas mal d'idées et pour amorcer finalement une stratégie de rédaction. Ça n'empêche que derrière, ça sera quand même à vous de faire le tri parce qu'il n'a pas forcément toutes les bonnes réponses. Pour tout ce qui est plan de rédaction également, pour avoir une structure, une idée de structure, encore une fois ça sous contrôle de votre regard, du regard humain. Et on peut également rédiger un grand nombre de contenus basiques. Alors quand j'entends basique, c'est des contenus qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée d'un point de vue SEO. On peut parler par exemple de métadescription, on peut aussi aller sur des sujets de fiches produits. Sur un nombre vraiment énorme. Vous pouvez lui envoyer un nombre de contenus assez volumineux, il est en mesure de les traiter. Et sur la partie netlinking, il va pouvoir nous aider sur la variation des encres, d'essayer d'avoir des encres plutôt variées. C'est vrai que quand on a l'habitude de faire des campagnes de notre côté, on peut avoir toujours les mêmes encres, donc ça permet de les varier un petit peu plus. Et d'un autre côté, vous voyez toutes les missions d'un chef de projet SEO, et donc là on est plutôt sur de la stratégie, sur des choses qui vont être plus structurantes dans le plan d'action, sur la mise en place des différentes actions. Et donc notre assistant, l'IA, il est vraiment à côté pour nous faire gagner du temps sur des manipulations qui peuvent être des fois un petit peu chronophages, sans valeur ajoutée dans la stratégie. Donc voilà pour cette partie. Donc vous l'aurez compris, en tout cas, l'humain pour cette partie-là est toujours indispensable. Et maintenant, on va regarder si finalement, vu que Florent l'a dit, on peut l'utiliser pour la création de contenu. Est-ce que finalement, on peut déléguer complètement cette tâche à ChatGPT? Et c'est Natacha, du coup, qui va nous dire si oui ou non. En tout cas, elle sera peut-être contente. Après, elle aura... Tous les jours, je serais ravie qu'il y ait mon travail à ma place. Ce serait juste parfait. Ce qu'elle peut faire, et ce qu'elle fait très très bien, c'est vraiment tout ce qu'a expliqué un peu Florent en amont, c'est sur le travail de préparation de contenu, mais aussi sur la partie création de contenu de masse et à faible valeur ajoutée. Ça là-dessus, c'est vraiment un assistant pertinent, utile, qui fait gagner beaucoup de temps sur la rédaction, qui vient contrecarrer également les moments où on ne sait pas trop par quel bout prendre. Ça marche pour tout ce que vous pourrez créer, que ce soit un contenu d'actualité, que vous ayez envie de faire un article de blog ou un petit mot pour un site. Ça fonctionne pour pas mal de choses. Des FAQ, on voit l'univers en tout cas d'intervention de l'IA assez large. Ça marche aussi également pour toute la partie optimisation des contenus. Alors avec un bémol quand je dis optimisation,
C'est vraiment pour aller chercher à pousser un petit peu ce que vous avez déjà pré-mâché, vous aider, vous appuyer, un peu comme pourrait le faire un professeur de colle. Là, pour le coup, on passe de l'élève de 12 ans au professeur. Donc, les deux univers se rejoignent. Mais c'est sur tout cet environnement-là qu'il a une valeur pour le rédacteur web. Merci Natacha. Alors je vous ai vu tous sortir vos téléphones. N'hésitez pas effectivement à prendre en photo. Je laisse encore quelques secondes pour ceux qui prennent encore les photos. Et on va pouvoir passer effectivement à la suite. Mais finalement, c'est pas si simple que ça. Enfin, en tout cas, sinon tu serais bien contente, je pense. J'en serais toujours à ma demi-heure de travail. C'est ça. C'est pas toujours si simple. Ce qui est compliqué en fait avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas sur la partie intelligence artificielle et rédaction de contenu, c'est la restitution du texte. On s'aperçoit. Alors, on fait bien le distinguo entre GPT-4 et GPT-3, qui est vraiment accessible au grand public. Ce sont deux machines, j'ai presque envie de dire, différentes. Mais sur ce GPT-3, on va avoir des choses qui sont un peu creuses quand même. Quand on va générer du contenu, il sait le faire. Il sait bien le faire, mais dès qu'on veut pousser un petit peu, que ce soit sur la partie plateforme de marque ou quand on veut avoir un contenu qui soit un peu plus brandé ou un peu plus en accord avec les produits, c'est plus complexe. Et puis on va surtout avoir beaucoup de difficultés lorsqu'on travaille aussi en optimisation de texte, ce dont Florent a beaucoup besoin, c'est d'avoir une optimisation sémantique qui est un peu carrée. Donc ça, c'est plus compliqué. Alors justement, est-ce que on peut quand même l'utiliser dans cette rédaction, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de limites. Comment bien l'utiliser ? On va l'utiliser, voilà, vous avez le mot en bleu, c'est très bien. Le mot à retenir, on a un petit problème de c'est contraste, mais c'est le principal. C'est le prompt. Je pense que c'est un mot que vous connaissez presque tous aujourd'hui, ou en tout cas que vous avez entendu. Vous en avez certainement vu fleurir plein sur le net. La base du travail avec l'intelligence artificielle, la base d'un bon travail et d'une bonne collaboration, c'est le prompt. Le prompt, c'est la façon, c'est la requête que vous allez lui faire, la question ou l'orientation dans votre requête que vous allez vouloir lui donner. C'est là-dessus que tout se joue. Comment écrire un bon prompt alors est-ce que tu as des conseils ? Avec mes doigts, évidemment. Mais un bon prompt, ça va surtout être quelque chose, lorsqu'on rédige un contenu, c'est le cas pour tout le monde, vous vous adressez à des personnes. Alors nous, pour le coup, ces personnes-là sont soit des cibles, soit des personas, soit des prospects. Mais pour ça, il va falloir définir ses besoins, la personne à laquelle vous allez vous adresser. Il va falloir mentionner, ou en tout cas s'interroger sur ses préoccupations, pour être sûr que le contenu va répondre à ces préoccupations-là. Et si le prompt est mauvais, qu'est-ce que ça donne ? Si le prompt est mauvais, ça vous donne quelques bonnes heures d'angoisse, parce que derrière, vous allez lire des contenus et ne pas vous en sortir. Ça va vous donner du contenu qui n'est pas bon, qui ne donne pas la bonne réponse, puis vous allez faire « c'est nul ce truc, ça sert à rien ». Mais vraiment, ce travail-là, vous allez vous retrouver un peu perdu. Alors certes, on peut rebondir sur l'intelligence artificielle, on peut continuer à collaborer avec lui, on peut lui reposer plein de questions. Je pense que ce petit jeu de ping-pong, tout le monde l'a fait et tout le monde a peut-être essayé d'ailleurs de le coller, sinon c'est un peu moins marrant. Mais c'est vraiment la problématique, c'est de se retrouver avec des choses qui ne vont pas dans le bon sens et pour le coup, au final, un contenu qui sera absolument pas performant. Et ça, c'est le rôle que l'on peut avoir, nous, en tant qu'humains, pour contrôler cette intelligence artificielle, parce que j'insiste bien sur ce côté contrôle. Ça va être de savoir rédiger les bonnes requêtes, de bien vérifier l'information derrière, parce qu'on peut voir aussi que parfois certaines informations sont erronées ou pas en phase. Je rappelle qu'en tout cas, ChatGPT 3 s'arrête en 2021. Donc on a beaucoup plus de difficultés à aller chercher du contenu d'actualité plus récent. Ça peut être sur des lois, ça peut être, bien qu'ils ont sorti une version un peu juridique, mais ce sont des choses sur lesquelles il faut vraiment être très vigilant. Et puis améliorer également la partie linguistique, tout le talent, je mets un bémol bien sûr dessus, mais du rédacteur. Tout le talent du rédacteur, c'est d'apporter cette plume et cette fluidité dans l'écriture qui ne fasse pas trop télescoper. Et on continue bien sûr à l'éduquer, parce que comme tu le disais, ça s'éduque en permanence. Ouais, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, quand vous êtes connecté à votre session, au fur et à mesure que vous allez lui donner des requêtes et des prompts, il va lui aussi s'améliorer dans ses réponses. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être logué sur sa session, parce que du coup, après, lui, il va apprendre au fur et à mesure, et il va se rapprocher justement de vos exigences. On a aussi le point sur l'optimisation des textes. Nous, en SEO, on a des outils qui nous permettent de voir finalement l'optimisation à atteindre pour être dans les premiers résultats. Et si vous donnez
vous avez beau faire un prompt avec la bonne requête, avec les bonnes informations, vous ne saurez jamais finalement s'il est vraiment bien optimisé par rapport à la concurrence. Donc ce qui implique mécaniquement toujours de vérifier, de tester finalement le contenu qui vous rend, voir si ça répond bien par rapport à la concurrence sur des expressions qui vont être concurrentielles. Sinon, il reste la chance. La chance, vous pouvez tenter votre chance. Mais dans un objectif effectivement d'aller ranker sur les premières positions, il va être bien pour amorcer finalement des structures de texte, il va être bien pour vous ouvrir un petit peu les idées et pour amorcer quelque chose encore une fois. Mais derrière, pour affiner, rapporter ce côté branding, rapporter toute cette part d'optimisation SEO, tout le maillage interne que vous pouvez lier finalement avec les contenus, ça, il n'est pas en mesure de vous le faire. Donc c'est pour ça que c'est super important de ne pas prendre directement le contenu et de le coller immédiatement. Puisqu'en plus, si on se base sur l'intérêt de Google, si tout le monde commence à prendre des prompts qui peuvent être partagés également sur les réseaux sociaux en vous donnant des recettes miracles pour avoir justement des contenus parfaits, si tout le monde le généralise, finalement on se retrouve avec un phénomène de contenu sans valeur ajoutée répliqué sur l'intégralité des sites. Et ce que va lui prôner Google, c'est quand même un contenu différenciant, qui va donner un angle d'attaque différent, où vous allez pouvoir justement valoriser des fois l'image de marque de votre entreprise. Donc là, vous avez tout intérêt finalement à faire encore appel à des rédacteurs comme toi, Natacha, justement pour apporter justement cette patte de branding et encore une fois toute cette part d'optimisation SEO que nous on apporte dans les stratégies. On le complétera en tout cas tout à l'heure parce qu'on va aussi parler du coup des limites et effectivement vous aurez aussi un peu plus d'exemples tout à l'heure. Et donc la petite guideline pour rédiger une bonne requête pour diriger l'IA. Natacha, si tu veux étayer, je suis désolée, j'ai un problème de micro. Bon, je pense que vous l'avez effectivement sous le nez. Vraiment, moi, ce sont mes tips perso pour pouvoir rédiger un bon plan. Je pense qu'on est nombreux, mais ce sont les miens, ceux en tout cas qui me permettent de diriger correctement. On retrouve les basiques, les essentiels, hein, évidemment, comme quand on s'exprime ou quand on veut je sais pas, faire un brief avec quelqu'un, on va faire exactement la même chose avec l'IA. Donc, à savoir être très précis, être assez spécifique, vraiment fournir le contexte. On retrouve les grandes choses qu'on peut faire, même en prise de brief globale, quand on est entre humains. Et concrètement, voilà à quoi ça peut ressembler avec à gauche, effectivement, un template que toi, effectivement, et que tu utilises. Et à droite, l'exemple du coup de ce que ça pourrait donner si on posait la question à ChatGPT. Oui, moi je travaille en Métapron. Alors ça c'est un exemple. Ces petits micros me font des caprices. Pas d'intelligence artificielle dedans. C'est un Métapron que je peux décliner en fonction des contenus que j'ai. Donc là, ça donne effectivement le travail pour un plan, pour un article de blog, mais ça peut fonctionner pour plein d'autres contenus. À adapter, bien évidemment. Mais finalement, c'est pas qu'une histoire de prompt, parce qu'une fois qu'on a la recette miracle, alors même si tu as déjà évoqué quelques limites, est-ce que du coup il y en a d'autres? Est-ce que ça nous donne forcément quelque chose de qualitatif si on va en tout cas jusqu'à ton beau template de prompt? Oui, ça en a, sinon je serais toujours à une demi-heure de travail. Et pour le coup, il y a un très gros travail de vérification à faire, et la plus grosse limite de l'IA aujourd'hui, c'est l'erreur. Vous allez me dire l'erreur est humaine, mais a priori l'erreur est aussi intelligence artificielle. Crois-tu qu'il marche mieux? Tentons. Donc je disais, cette mauvaise réponse, entre guillemets, ou cette limite-là, c'est de fournir une info qui peut être erronée, qui n'est pas bonne. On voit bien ici sur l'exemple de la loi Pinel, alors ça ne parle pas forcément à grand monde parce que c'est une loi très propre au secteur de l'immobilier. Mais si je lui demande de me fournir des éléments, il va me donner une norme qui n'est pas la bonne. Oui, effectivement, c'est ce que tu disais. Étant donné que ChatGPT s'arrête en 2021, forcément, tout ce qui est législation qui est sortie depuis, forcément, lui, s'arrête en 2021, tout comme dans la construction de maisons, on parlait de la RT 2012. Aujourd'hui, c'est la RE 2020, donc forcément, c'est sorti bien après cette mise à jour. Donc forcément, on a quelque chose qui n'est plus d'actualité. Et c'est vraiment le risque, en tout cas avec l'IA aujourd'hui, d'où l'intérêt de vérifier les contenus, comme le disait Florent tout à l'heure. Et la précision à avoir, c'est aussi là-dessus que l'humain a un rôle très important. C'est d'abord d'être en maîtrise du sujet, parce que si vous ne maîtrisez pas votre sujet, cette erreur, vous pouvez la laisser passer, et ça fonctionne pour
beaucoup d'autres choses. Là, c'est juste un exemple. Mais si vous n'êtes pas en maîtrise du sujet ou en vérification, ça peut passer. Imaginez un contenu comme ça sur votre blog ou sur vos sites, qu'ils soient institutionnels ou d'entreprise. Ça va peut-être pas amuser beaucoup de monde très longtemps. Voilà le petit nom de cette erreur. D'ailleurs, on le retrouve, ça porte un nom en intelligence artificielle. Ça s'appelle un phénomène d'hallucination et on le retrouve à plein de degrés, pas que dans la rédaction de contenu, mais on le retrouve de manière très globale sur l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est pour ça que pour nous, en tout cas, l'humain reste et encore, en tout cas, toujours indispensable dans tous ces sujets-là. Et comme l'a dit en tout cas Florent, l'idée c'est vraiment de l'utiliser comme un assistant pour toutes les tâches que vous n'aimez pas faire, pour toutes les tâches chronophages. Et même ChatGPT finalement nous le dit lui-même, quand on lui demande effectivement la meilleure raison pour laquelle il ne va pas remplacer l'humain, il répond également qu'il ne remplacera pas complètement l'humain. Donc voilà, petite joke directement. Ouais, ma préférée c'est quand il concède manquer de créativité. J'aime bien. Allez, on rechange. Donc nous, on va l'intégrer directement dans notre plateforme Human SEO. Tout à l'heure, j'ai voté, je reprends celui-là. Ouais. Tu veux que je le fasse ? Si tu veux. Okay. Donc oui, effectivement, en tant qu'en tout cas agence conseil, nous de notre côté, c'est un outil qu'on va utiliser. Vous voyez, on joue beaucoup avec, on teste des choses. Donc forcément, c'est un outil qu'on va intégrer directement dans notre plateforme Human SEO, qui est une plateforme qui nous permet de regrouper pas mal de choses et puis surtout de gérer le SEO un peu comme on gère des campagnes AdWords aujourd'hui. Et donc du coup, forcément, en intégrant en fait ChatGPT dedans, ça nous fera aussi gagner du temps sur pas mal de tâches chronophages comme vous. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va intégrer du coup prochainement de notre côté. On est en pleine phase de développement, donc on a hâte de bientôt vous dire ce qu'il en est une fois que ce sera intégré. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on a un stand juste en bas. Et donc forcément, vous l'avez compris, on l'a un peu dit tout au long de la présentation, mais non, l'IA ne va pas remplacer l'humain. C'est vraiment finalement cette synergie entre les deux et cette alliance finalement entre l'expertise humaine et la puissance de l'IA qui va faire qu'on va avoir réellement un combo gagnant. Et effectivement, Florent l'a introduit tout à l'heure, l'IA ne saura pas et ne pourra pas, en tout cas pour l'instant, rédiger un contenu un peu plus brandé, donc c'est-à-dire que si vous voulez rédiger du contenu en accord avec votre positionnement de marque, en accord avec votre image de marque, et bien forcément c'est quelque chose que l'IA du coup ne pourra pas faire puisqu'il n'aura pas cet ADN et cette essence, alors qu'effectivement un rédacteur lui a cette sensibilité et cette susceptibilité-là, et effectivement travailler sur des contenus hyper optimisés, hyper pointus quand on est dans des secteurs qui sont ultra concurrentiels où on sait qu'on se bataille les premières places dans les moteurs de recherche, de la même façon il faudra en tout cas rajouter une patte humaine pour clairement aller sur de la, alors pas de la suroptimisation puisque c'est pas bien, mais en tout cas aller le plus loin possible qu'on peut et puis créer réellement du contenu à forte valeur ajoutée. Puis c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que finalement on va avoir de nombreux contenus qui vont un peu apparaître sur la toile, gérés par l'IA. Donc c'est comment on fait la différence demain. Et forcément la différence on va la faire avec la patte humaine. Donc mécaniquement, pour nous en tout cas, on ne peut pas remplacer aujourd'hui l'humain complètement sur ces tâches-là. Et tu auras une deuxième phase, deux étapes de lassitude également sur le contenu. Non seulement la lassitude des moteurs des robots, que ce soit Google ou autres, qui vont se retrouver avec des contenus produits en masse et qui sont peu ou prou les mêmes. Et puis la lassitude du lecteur, vous, qui lisez aussi ces contenus sur Internet, et quand on a vu 15 fois le même contenu, 20 fois, on est un peu moins enclin à rester sur le site. Et donc, en conclusion, si on récapitule un petit peu tous les conseils qu'on vous a donnés, donc c'est travailler effectivement cette stratégie-là en amont via effectivement l'humain, préparer réellement des prompts qui vont être performants, donc avec tous les conseils que Natacha a pu vous donner. Florent disait tout à l'heure qu'il fallait effectivement l'éduquer, rebondir sur la conversation, donc ça fait aussi partie des conseils qu'on vous donne. Évidemment, vérifier les informations qu'il en ressort. Retravailler, n'hésitez pas à retravailler, réinterroger pour affiner le contenu et puis évidemment ne pas négliger l'optimisation du contenu pour qu'on ait quelque chose de tout simplement optimisé pour le référencement naturel. Nous en avons du coup
terminée de cette conférence. On va pouvoir passer du coup à la phase de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle ? Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir des outils comme ChatGPT-4, par exemple, dans l'utilisation du parcours, dans le parcours client-utilisateur, dans le sens où il pourrait, par exemple, remplacer du Google. C'est-à-dire, l'exemple que j'ai, c'est si je veux acheter une voiture, me baser sur ChatGPT-4 pour me faire une liste de tous les sites avec des résumés de caractéristiques pour aller plus loin sans forcément consulter ces sites-là. Comment est-ce que vous voyez l'avenir par rapport à ça ? D'un point de vue SEO, ça rentre pas forcément dans la strate, mais d'un point de vue utilisateur, je trouve ça plutôt pertinent de pouvoir faire un condensé finalement, mais c'est ce qu'ils veulent l'intégrer à l'intérieur des moteurs, c'est-à-dire d'avoir, par rapport à ce que tu vas demander, de lui sortir finalement la liste des sites les plus pertinents, justement pour avoir les meilleures voitures, des comparatifs, etc. Donc après, il faut voir comment il va le repositionner dans les résultats, et voir si c'est vraiment pertinent en fait dans ce qui sort. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Hein. Quand il donne des réponses, c'est pas forcément le cas, mais il tend justement à avoir une réponse qui soit, comme tu dis, avec sur une recherche assez large, où il va pouvoir finalement venir te rapporter tous ces contenus-là pour te servir au mieux par rapport à ta demande. Mais il va vous emmener chez Lamborghini, c'est sûr. Mais non, ça peut être, ça peut être vraiment intéressant, mais ça change les règles aussi. Demain, de la manière en fait où comment on va réussir à se positionner dans ces résultats-là pour ressortir au mieux. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des choses factuelles sur l'algorithme, on manipule et on connaît finalement les indicateurs pour arriver dans les premiers résultats. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment lui ressort ces résultats-là et de quelle manière il est score en fait pour arriver dans les premières places. En termes d'évolution du SEO, de création de contenu qui puisse délivrer du contenu de qualité et assez précis à l'utilisateur qui utilise ces outils-là, est-ce qu'on a déjà commencé à réfléchir à cette évolution-là en termes de rédaction même de contenu pour apporter la meilleure réponse ? Par exemple, je préfère que ce soit mon site qui soit dans les éléments que ChatGPT va donner à l'utilisateur, que ce soit le site de Lamborghini, par exemple. Donc, comment est-ce que nous, derrière, on va... Aujourd'hui, factuellement, je n'ai pas de réponse sur comment on arrive dans ces résultats-là, puisque déjà, au niveau de Google, ce n'est pas disponible... en Europe, c'est juste en accès bêta sur les États-Unis. Il y a quelque chose qui est sorti hier, c'est Search Generative Experience, qui a eu des mises à jour justement par rapport à ça, parce qu'il était trop long, parce qu'il n'était pas pertinent. Et si vous regardez sur Twitter, il y a des gens qui sont amusés à tester, et les réponses sont complètement différentes. Vous pouvez taper 2 fois la même requête, vous n'aurez pas le même résultat. Donc, on ne peut pas encore se baser sur ces résultats-là pour établir des stratégies SEO de demain. La seule certitude, c'est probablement qu'on aura un travail de fond, et on en revient aux fondamentaux du SEO, ce sera sur la qualité du contenu. Je pense que ça fera partie des leviers dans cette masse et dans cette manne de contenu, ce qui fera une partie de la différence, comme tu dis, pas tout, parce qu'on n'a pas de maîtrise totale de l'algorithme Google, mais on a cette partie-là. Il est aujourd'hui, peut-être encore plus important qu'hier, de travailler le fond autant que la forme. Et d'avoir des stratégies, on est sur l'inbound marketing, mais de s'adapter finalement à vos personas, de répondre à ces problématiques et de construire des contenus en connaissance finalement de vos personas pour répondre au mieux à leurs problématiques et leurs interrogations. Ce qui permettra demain, on peut supposer que par rapport à la donnée de Google, s'il sait ce que vous aimez, etc., tous vos centres d'intérêt, potentiellement remontera plus facilement ce genre de contenu-là, puisque ça s'adresse mieux à vos problématiques et à vos centres d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il nous reste 1 minute. En mode très rapide. Est-ce que finalement tout le contenu texte ne va pas finir par disparaître en fait, puisque l'IA va toute cette connaissance, elle l'aura et n'aura plus besoin de se baser sur le contenu du web. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais est-ce qu'on va pas perdre tout ce contenu texte sur les sites un jour parce que ce sera plus utile ? Non. Et puis l'IA qui s'appuie sur de l'IA pour créer du contenu, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner au bout d'un moment. C'est le serpent qui se mord la queue quand même. Non, mais on arrête C'est un point d'inquiétude que beaucoup de gens soulèvent. Bien sûr que c'est aussi quelque chose où on peut se dire il n'y aura que des contenus produits par IA et que des sites qui seront alimentés par des contenus IA. On revient un peu à cette base, l'essence, la différence. Ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est notre singularité. Ça restera la même chose.
Et ce sera du coup le mot de la fin. C'est pas mal de terminer sur une petite phrase un peu philosophique. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, voilà, encore une fois, à venir nous voir en bas si vous souhaitez qu'on prolonge en tout cas l'échange ou si vous avez des questions spécifiques. Et si vous souhaitez du coup vous former aussi à tous ces sujets, sachez qu'on a des parcours du coup de formation inter qui démarrent au mois de juillet. Voilà, on m'a demandé de passer le message est passé.